Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de cinéma avec le magnifique premier film d'Emmanuel Nicot, Dalva. Nous ferons également connaissance avec le trio La Momzen qui dévoile son premier album indie pop, Emblème, tout cela sans oublier nos coups de cœur. Mais tout de suite, retrouvons l'écrivaine Lorraine Céline Rigui qui signe un premier roman épatant, Berline, un roman que je suis loin d'être la seule à avoir aimé, ce que vous allez pouvoir vérifier en ouvrant la boîte à malice. Bienvenue. Céline Rigui, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci à toi. On se trouve ici à la médiathèque de Mont-Saint-Martin. Tu viens de présenter ton premier livre, Oui. Berline. Il est paru aux éditions du Sonneur. Il est merveilleux. Avant d'en parler, Mont-Saint-Martin, une ville que tu connais puisqu'il se trouve que tu es originaire de la région. Et oui, je suis originaire du Signy-Gaudebranche, donc c'est pas très loin d'ici, et je suis née à Villerue. Quel donc je suis souvenir, une vraie Lorraine. Quels souvenirs tu gardes de cette région? Des souvenirs d'enfance essentiellement, Ouais. puisque j'ai grandi ici. Ensuite, je suis allée faire mes études à Nancy, à la grande ville, comme on dit. Ouais. Mais ce sont mes racines, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai écrit un livre qui se passe dans un pays de fer et de charbon. Oui. Mais voilà. Exactement. Probablement en Lorraine. C'est cela, parce qu'en fait, c'est vrai que cette région, elle est marquée par la sidérurgie, Oui. par les mines, par ce passé sidérurgique et minier. Il se trouve qu'avec Berline, eh bien, tu vas nous parler de Fernand. Fernand qui va se retrouver piégé sous une berline suite à une explosion dans une mine. Et le fait d'être retrouvé piégé va lui permettre, en quelque sorte, de se remémorer en tout cas son existence. C'est ça. Comment est-ce qu'il est né ce personnage? Pourquoi est-ce que tu lui as donné vie? Alors, ce personnage, il est né d'un fait divers, quelque chose qui s'est vraiment passé en 1919 dans une mine de la région, à Rochonvillers. Donc, c'est pas loin d'Algrange, en fait. Et en 1919, il y a eu un effondrement effroyable. Et il y a un mineur qui s'appelait Franz Riva, qui est resté piégé 4 jours sous une berline suite au souffle de l'explosion. Une berline qui s'est retournée vraiment sur lui. Et quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversée. A priori, on peut imaginer que cette histoire est une histoire sombre, Oui. mais pour autant, tu lui as donné beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de tendresse aussi, et de l'humour. Donc c'était vraiment parler de la mine, mais il y avait aussi un prétexte aussi à parler de la vie finalement. Exactement. Oui, tout à fait. La mine, c'est un prétexte sans être un prétexte, puisque je suis petite fille de mineur, donc pour moi c'était important que l'action du roman se situe dans ce paysage, dans cet univers minier. Mais c'est vrai que si on creuse un peu, j'aurais pu coincer mon personnage ailleurs, finalement, dans une caverne, dans un glacier. Donc j'ai choisi cette toile de fond parce que je souhaitais rendre hommage aussi aux mineurs, à mes grands-parents, aux hommes du fond. Mais c'est un roman aussi qui parle de la condition humaine et des choix qu'on fait dans sa vie. D'accord. Voilà. Ce qui fait que chacun peut s'y retrouver aussi. Chacun peut s'y retrouver parce que c'est un roman qui parle des choses de la vie, des choses qui nous animent en tant qu'être humain, donc l'amour, l'amitié, la mort, la maladie, voilà, des choses humaines. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fernand? Quelle histoire tu as voulu Alors lui faire Fernand, raconter? il a un niveau de jeu de départ qui est quand même assez délicat. Oui. Il a une mère qui est peu aimante. Et puis un papa qui est très taiseux finalement. Et puis le bagage familial est assez lourd puisqu'il a un petit frère qui est mort-né et qui portait son prénom. Donc pour cette histoire justement du frère qui est mort in utero, je me suis inspirée de l'histoire de Vincent Van Gogh, puisque c'est son histoire. L'histoire de Vincent Van Gogh, il avait effectivement un frère mort-né qui s'appelait Vincent, 1 an jour pour jour avant sa naissance. Et donc c'était une espèce d'enfant de remplacement finalement. Oui.
Et c'est comment il se construit, comment il a pu se construire. Il va nous faire, en tout cas, tu vas nous faire revivre à travers lui ses souvenirs d'enfance, Oui. ses amitiés, les membres de sa famille, etc. Une traversée de l'existence finalement. Oui, voilà, il traverse une courte existence puisqu'il a 23 ans, mais donc avec une vie dans tous les contrastes qu'elle peut avoir, hein, effectivement. Et le défi, c'était de faire un roman lumineux, j'y tenais beaucoup. Et le défi était justement de faire sortir de la lumière d'un endroit obscur comme la mine et d'une vie obscure comme celle de Fernand. Oui, exactement. Mm. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire extrêmement lumineuse malgré ce contexte. Et puis il y a aussi ton écriture extrêmement poétique. D'ailleurs, elle a été saluée par les membres du jury du Livre à Metz qui te remettront à l'occasion du prochain Livre à Metz le prix Marguerite Puldemange. Oui. On imagine que tu as dû être émue à l'annonce de ce Alors, très émue, et je pense qu'ils l'ont entendu parce qu'ils m'ont entendu au téléphone, où Oui. j'ai pu échanger un peu avec eux. J'ai été très émue et je suis très heureuse et très honorée de ce prix parce que c'est un prix lorrain. Oui. Voilà, et pour tous ces hommes du fond, etc., cette reconnaissance-là, pour moi, elle est importante aussi puisque ça fait partie du patrimoine de la région. Alors oui, je suis vraiment très, très, très touchée par ce prix. Dans la mine, sous la peau et dans l'âme, la nuit persiste. Même quand on a fini de creuser, piocher, arracher le minerai, manger la poussière, même quand on a sorti la tête de sous la terre, tel un loir ahuri découvrant la lumière au-dessus des galeries, même rentré pour la soupe, le visage redevenu blanc après avoir été frotté au savon, il fait, sous la peau et dans l'âme, un noir tenace. Un morceau de savon ne vient pas à bout de ces ténèbres. Il avait donc fini par descendre au fond, là où il fait aussi sombre que dans un ventre de baleine et où il n'y a plus de mots pour la révolte. Il n'avait que 16 ans et en réalité il en avait 100. Chaque fois qu'il embarquait dans la cage qui les emportait au fond, il s'agrippait au Mario comme à un gros nounours. Les claquements secs du métal l'oppressaient. En 7 années, il en avait connu des descentes, mais il n'y avait rien à faire. La cage était un ascenseur pour la nuit et la nuit sous terre, pour lui, avait à voir avec la mort. Heureusement, il y avait le Mario. Sans ça, il se serait foutu en l'air. Ça lui était passé plusieurs fois par l'esprit, il n'a pas peur de le dire. Pour revenir à ton écriture, nous on se connaît depuis un moment déjà Oui. parce que tu étais déjà venue dans une de mes émissions, Culture Pop, pour me parler de ton travail d'auteur, autrice, Oui, pour une chanteuse, pour un groupe, Scotch and Sofa. Il se trouve que tu écris aussi des chansons pour toi-même, exactement. pour différents groupes que tu as eus, Sphère notamment. Sphère, oui. Voilà. Donc, ce qui fait que ton rapport à l'écriture, il est déjà fort depuis très 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 longtemps. Tu animes des ateliers d'écriture aussi. Oui, oui. Comment c'est venu pour toi cet amour pour l'écriture ? Alors c'est l'amour des mots au départ et l'amour de la musique que j'entends dans les mots. C'est la musicienne chez toi Oui, qui... c'est ça. Et je pense que ça ne me quittera jamais. J'entends toujours une petite musique dans les mots depuis que je suis toute petite. J'ai toujours écouté beaucoup de chansons. J'aime beaucoup des chanteurs ou des auteurs de chansons qui font sonner vraiment la langue française, comme Charles Trenet, Bachung, Jean Fauque notamment, Dominica aussi. Et pour moi, ou Bobby Lapointe par exemple. Alors là, ça sonne vraiment. Et donc c'est vrai que j'ai une plume très musicale. Il y a des musiques en particulier qui ont résonné lorsque tu as écrit Berline ? Alors oui, je suis assez, on va dire compulsive et quand j'écris, ça peut être une chanson, un morceau que j'écoute en boucle. Et alors ça va peut-être surprendre, mais là le morceau que j'ai écouté sans arrêt, c'est un morceau d'un album de Radiohead, en fait, qui s'appelle Weird Fishes. On peut inviter les téléspectateurs à l'écouter peut-être en voilà, Berline, c'est un morceau de l'album In Rainbows, avec l'accent anglais. Toi qui as toujours beaucoup écrit, que ce soit des paroles des chansons aussi, et puis des textes, le passage au roman, c'était quelque chose dont tu avais envie, dont tu rêvais Depuis toujours. Alors en fait, je pense que je me suis tournée autour du pot pendant des années avec la chanson.
en me rassurant et en me disant que j'étais dans un espace d'écriture qui était court, un fragment. Donc, je contrôlais la situation. Mais au fond de moi, j'avais déjà des bribes qui étaient notées depuis longtemps. Et puis, j'ai toujours beaucoup lu et je suis une passionnée de littérature. Donc oui, je caressais le rêve et l'espoir d'écrire des romans. Et c'est là maintenant que c'est arrivé. Voilà, je suis déjà là dans le deuxième, etc. Ça y est. C'est ça. Oui, là, je suis lancée. On verra ce qui arrivera. Mais en tout cas... j'ai mis du temps à me l'avouer, j'étais pleine de peur, comme mon personnage, comme Fernand. Il a fallu que je me débarrasse de nombreuses peurs pour pouvoir me dire, si tu es capable d'écrire un roman. Eh bien, effectivement, tu es capable d'écrire un roman. J'ai Berline entre les mains, paru aux éditions du Sonneur. Il est absolument magnifique. C'est sans flagornerie que je le dis. On lui souhaite une très très belle route à ce livre, à Fernand, au prochain. Et puis on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Alicia. Et notez que Céline Rigui sera donc présente au Livre à Metz les 15 et 16 avril prochains. Dans notre boîte à idées, on retrouve une invitation à vous rendre à la médiathèque de Longwy pour y découvrir les toiles d'Oriane Alaphilippe, dont je vous ai déjà parlé ici. Oriane, qui a la particularité, rappelez-vous, de réaliser des œuvres uniquement composées de morceaux de papier, des bouts de papier issus du Républicain lorrain, qu'elle colle minutieusement. J'utilise en fait après ces nuances de papier comme un peintre utiliserait de la couleur, tout simplement. C'est-à-dire que pour le blanc, je vais utiliser mes bords. Pour les couleurs plus foncées, noires, je vais aller rechercher des teintes qui correspondent. Et dans l'application, je vais procéder comme un peintre, c'est-à-dire que je vais remplir mes surfaces avec les couleurs que je me serais collectées au préalable. En fait, chaque tableau est un challenge, c'est-à-dire que je vais vouloir faire une automobile, par exemple. Le travail va être beaucoup sur rendre un aspect métallique, faire rendre un aspect métallique au journal. Après, les pelages, les textures, les plumages, etc. À chaque fois, c'est un challenge différent. Un travail de dingue et un résultat époustouflant. Vous allez être soufflé et vous aurez peut-être envie de passer commande. Rendez-vous à la médiathèque de Longwy jusqu'au 22 mars. Place à la musique à présent avec la Momzen, un groupe né d'une rencontre entre Emma et Enzo, vite rejoints par un ami de 30 ans, James. Après 4 ans à écumer les scènes ensemble, ils dévoilent un premier album de ballades aux tonalités indie rock, emblème, comme une première pierre à leur édifice. La Momzen, c'est en même temps une anagramme, c'est en même temps une contrepétrie et un à peu près. L'anagramme au départ, puisque c'était Emma et Enzo, on a juste rajouté un petit L pour faire la Momzen avec Emma et Enzo. La contrepétrie, c'est la même zone, puisqu'on est de la même zone. Et l'à peu près, c'est la Momzen, la Moselle, la Momzen. Voilà, on trouvait que c'était assez sympa de rapprocher les trois sous un seul mot. Fast away, life is fading fast away. I am dying, crawling on, breaking up all along, blowing out. On aime bien les choses qui sont plutôt mélodieuses. On a des inspirations un peu similaires. Donc ça passe par U2. On est très rock aussi des années 60-70, et Floyd, compagnie, Led Zeppelin. Mais en termes de musicalité, c'est important que ce soit mélodieux pour nous. C'est vraiment plus des vibrations en fait, vraiment de sentir les choses et on va faire une note qui cet accord-là il met les poils, des choses comme ça. Voilà, ça c'est le truc qu'on recherche. Encore une nuit à méditer, je croyais que ce soir c'était le bon. Je vais me forcer à y aller, regarder droit dans mes yeux bleus. Fermer mes yeux, figer mes lèvres. Mais tout va bien, mais tout va bien, mais tout va bien, mais tout va bien. C'est ce qu'on aime bien appeler un peu des tranches de vie. C'est des instants volés dans l'existence d'une personne. Voilà, et c'est une ambiance. Des fois, c'est même pas forcément une histoire avec un début, un milieu, une fin, quoi. C'est des instants volés. Voilà, c'est vraiment ça. J'aime bien me mettre un peu dans la tête
d'une personne voilà, que j'imagine, qui est inspirée au départ par la musique qu'on a trouvée avec les instruments. Le soleil garde toute l'histoire. Et le noir m'ensorcelle sur les routes d'ivoire. Quand tu pars. On avait plutôt envie de quelque chose de beaucoup plus arrangé. C'est-à-dire qu'on est allé donc à l'autre oreille studio à Borny. Fabien Pilar, qui est un des tenanciers de l'autre oreille studio, qui est guitariste, on lui avait dit qu'il pouvait apporter tout ce qu'il ressentait dans l'album. Et donc il a fait quelques solos qui ont été ajoutés à la base, puisqu'à la base on joue juste comme ça, c'est-à-dire il y a chant, ukulélé, guitare, basse. Et on voulait quelque chose de plus complet. On a également eu Myriam Rezik qui est venue faire la batterie. Sur 10 morceaux, je crois, sur les 13. Ça enrichit complètement le morceau, quoi. Ça vient même donner une autre petite couleur supplémentaire. My mind is still blue, oh black and white, shadows at a crystal. My heart is out, I just wanna shout. On ne sait pas si c'est vraiment un cauchemar ou si c'est une réalité que vit une femme, voilà, qui est dans des tourments, elle a des images. C'est très abstrait, même les paroles sont abstraites. C'est pour ça que le clip aussi, il a cette succession d'images comme ça. C'est des émotions d'angoisse voilà, qui sont traduites par une femme qui, on sent qu'elle est troublée. Il n'y a pas vraiment d'histoire, justement. Le premier album de la Mommsen est disponible en version physique, en clé USB ou via les plateformes de téléchargement. Le trio se produira à la Chaoué, à Metz le 25 mars ou encore à Carlin le 21 juin. Premier livre, premier album, c'est maintenant un premier film que nous allons nous intéresser, Dalva, de la réalisatrice Emmanuelle Nicot, qui était de passage au Club de Metz et que j'ai eu la chance de rencontrer. Désolée Miss, mais là, ça va pas être possible, tu peux pas aller à l'école comme ça. Pourquoi? Je suis pas une fille, je suis une femme. T'es pas encore une femme, Dalva. Emmanuelle Nicot, bonsoir. Bonsoir Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Nous nous trouvons au Club de Metz, où vous avez présenté votre premier long métrage, Dalva, un film poignant, sensible, plein d'espoir aussi. Un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une douzaine d'années, elle s'appelle Dalva, et puis elle ne vit pas finalement sa vie comme une enfant, mais plutôt comme une femme. Et il se trouve que du jour au lendemain, elle se retrouve en foyer, séparée de son père. On ne connaît pas les raisons. On ne va pas aller plus loin pour garder un petit peu voilà, le suspense pour les téléspectateurs, mais quel a été le point de départ pour vous de ce film? Alors il y a eu plusieurs choses. Bon, il y a déjà la question de l'emprise, qui est une question qui m'est assez personnelle et que là, j'avais vraiment envie d'explorer dans le rapport parent-enfant. Ensuite, il y a une immersion que j'ai faite, qui a été fondatrice pour moi, que j'ai faite donc dans la région Grand Est, à Forbach, pas très loin de Metz, où j'ai été pendant plusieurs semaines dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents, où j'ai rencontré deux enfants qui s'appellent Samia et Dimitri, que j'ai suivis pendant plusieurs années. Et en fait, ces enfants et tous les autres que j'ai rencontrés, j'ai compris qu'ils souffraient beaucoup plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient réellement vécu dans leur famille. C'était des enfants qui étaient encore dans un déni très profond pour supporter finalement l'insupportable qu'ils avaient vécu pendant des années. Donc j'ai vraiment eu envie de faire un film sur ce moment-là, au tout début du placement. Et ensuite, il y a une histoire qui est arrivée à mes oreilles, qui est celle d'un éducateur qui travaillait avec la police. Et son boulot, c'était d'aller chercher les enfants quand
quand il y avait des suspicions de maltraitance à leur domicile. Et un jour, il a été contacté pour une petite fille qui vivait seule avec son père. Et il y avait une suspicion d'inceste. Et en fait, il s'est retrouvé face à une enfant de 6 ans extrêmement sexuée et sensuelle qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. Et ça a été vraiment le point de départ pour raconter l'histoire de Dalva, où j'ai eu envie d'imaginer cette petite fille, à l'âge de 12 ans, à l'âge des premiers émois, des premières histoires d'amour, à l'âge de la puberté aussi. Et c'est comme ça que Dalva est née. Pourquoi t'es là, toi? Je sais pas. Elle est bien ta robe, ça fait classe. Pourquoi il veut que je reste ici, le procureur? Il estime que tu seras mieux ici que chez toi. Je m'appelle Leïla Kouten, je suis ton avocate. Et je suis là pour te défendre. C'est super délicat comme sujet, parce qu'il faut rester sur le fil. Est-ce que c'est ce que vous réussissez à faire? On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le glauque, on est dans la réalité, mais vous le faites aussi avec intelligence, avec finesse. Donc comment vous avez fait pour réussir à trouver comme ça ce juste ton? Alors, je pense qu'en tout cas, c'est ni pathos, ni glauque, parce que c'est un film, avant tout, qui parle d'émancipation, de reconstruction. Ouais. Tout ce qui est de l'ordre de la maltraitance, de l'emprise, c'est quelque chose qui est vraiment sous l'iceberg, et donc du coup, qui n'est jamais traité de manière frontale ni intrusive. Après, je pense qu'il y a énormément d'années de travail parce que j'ai passé 4 ans et demi à écrire le scénario. Il y a eu beaucoup de recherches. Et puis, j'ai rencontré aussi des enfants placés avec qui j'ai eu beaucoup de liens, avec qui j'en ai encore. Et je pense que toute cette réalité qui s'est imprégnée de moi m'a permis, en tout cas, d'essayer d'être la plus juste et la plus subtile par rapport à cette histoire que j'avais envie de raconter. Pour que ça fonctionne, il fallait justement ce beau scénario, cette belle écriture. Et puis, il fallait aussi une actrice exceptionnelle. Elle est là derrière vous sur l'affiche, Zelda Sanson. Il faut savoir que vous êtes également directrice de casting. Oui. Comment vous l'avez trouvée, cette jeune fille incroyable? Pour le rôle de Dalva, j'avais besoin de trouver une jeune fille qui soit issue d'un milieu social plutôt aisé, qui ait une certaine maîtrise du langage, qui ait un port de tête aussi très gracieux, parce que c'est une petite femme, en fait, Dalva. Et en tout, sur la France et la Belgique, j'ai obtenu 5000 candidatures. J'ai retenu 300 jeunes filles sur base de photos et je leur ai demandé de m'envoyer une petite vidéo de présentation. Et je suis tombée sur celle de Zelda. Elle m'expliquait avec un vocabulaire d'une richesse incroyable, un aplomb aussi qui était dingue en fait pour une enfant de 11 ans, qu'elle voulait être astrophysicienne spécialisée dans la matière noire. Elle m'expliquait qu'elle était qu'elle était féministe, elle avait un point de vue très critique aussi sur les garçons de sa classe. En fait, c'était un ovni, cet enfant. Et ce qui m'a impressionnée tout de suite, c'était que comme Romy Schneider, elle avait en fait un panel d'expressions, de visage en fonction de la façon dont on la filmait. En fait, quand on la filmait de face, elle avait 10 ans. Quand on la filmait de profil, elle en avait 20. Et en fait, on ne savait absolument pas lui donner d'âge. Et pour moi, en tout cas, ça a tout de suite été une évidence absolue que c'était elle, Dalva. Ce qui a été beau, c'est qu'en fait, cette Dalva, on a dû la composer nous-mêmes grâce à l'habillage, au maquillage, au costume. Et en fait, au fur et à mesure du film, on l'a déconstruite. Voilà. Et on est revenu, en fait, à la Zelda qu'on a rencontrée. Arrête-toi! Je crois que j'ai pu lire aussi que c'était un film, alors certes très écrit, pour autant vous avez filmé caméra au point, peut-être pour garder aussi la rugosité, peut-être de la vie en foyer qui peut y avoir. Ça a été quand même tout à la fois maîtrisé et puis en même temps avec ce côté un peu brut. Ma chef opératrice, elle vient du documentaire à la base et je trouve que le pouvoir magique qu'elle a, ma chef op, c'est qu'elle est vraiment capable d'être à la fois très proche des gens tout en étant extrêmement pudique. Et c'est ça que j'avais envie d'avoir. Et du coup, on a quand même été dans un dispositif en effet assez léger par rapport aux comédiens, aux comédiennes qui n'avaient jamais tourné parce que tous les enfants qui sont dans ce film, c'était leur tout premier film. On ne pouvait pas en fait mettre des marques précises, leur demander d'avoir un port de tête qui soit... sinon en fait on allait briser toute cette spontanéité. Et pour moi, le jeu d'acteur, cette fraîcheur, cette spontanéité, c'est vraiment la chose qui m'est la plus importante dans le film. Nous, ce qui est arrivé, on n'en a rien à foutre. Personne ne peut comprendre. Bien niquer son bureau, hein.
Juste, moi en tout cas, quand j'ai fait cette immersion en foyer, ce qui m'a frappée, c'est l'amour, la solidarité qui existait entre ces enfants, le non-jugement. Et dans ce film, j'avais aussi envie de rendre grâce à cette fraternité, cette solidarité de ces enfants brisés qui mettront toute leur vie pour s'en remettre, mais qui se serrent les coudes. Peut-être pour terminer, ce nom d'Alva, référence à Jim Harrison ou pas? Non, pas du tout. Je n'ai jamais lu le livre de Jim Harrison. Il va falloir vraiment que je m'y mette maintenant. En tout cas, peu importe. C'est un prénom que je trouvais magnifique et que je trouvais à la fois solaire et lunaire et qui représentait bien ce personnage en fait. On laisse le Jim Harrison de côté oui. Et on court voir Dalva dans toutes les bonnes salles de cinéma, ici au club et partout ailleurs. Merci beaucoup et belle route à votre film. Merci. Dalva qui sort le 22 mars. Oui. Merci. Merci à vous Alicia. J'ai peur d'être toute seule. Puis ne plus jamais être importante pour personne. Premier livre, premier album, premier film, que du bonheur en somme, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. Prenez bien soin de vous, bye bye. What is a bus? What is a water? What is a bus? What is